Et du coup, je me dis, oh, on ne peut pas lâcher une entreprise comme ça en disant, ah ben tiens, je la rachète, ça y est, c'est bon. Il va falloir changer de vision de l'entrepreneuriat. Il faut quand même créer des process. Il va falloir structurer. Donc c'était pour moi, j'allais en terre inconnue. On est sur un projet fini à 440 000, j'ai amené 60 000 d'apport et ça va générer un cash flow de 2 000 €. Seul en fait ce qui est mesurable est améliorable. Donc j'étais vraiment dans le business et en fait il faut être sur le business. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes déplacés jusqu'en Suisse pour aller interviewer Loïc Sarieux. Loïc, c'est un entrepreneur déterminé qui a fondé son entreprise à seulement 20 ans. Après quelques années et après avoir fait fructifier cette entreprise, il a décidé de réinvestir ses bénéfices d'abord dans l'immobilier et après dans le rachat d'autres entreprises dans le même domaine d'activité. Si bien qu'aujourd'hui, il possède 8 entreprises et une holding. Il va vraiment vous détailler toutes les étapes de ces différents rachats d'entreprises, mais également de ces différents investissements. Comme toujours, vous aurez accès à une ressource exclusive sur notre site internet esprientrepreneur.fr. Loïc Sarieux, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans, comme j'ai dit je viens de Suisse, marié, pas encore d'enfant. Au niveau de mon histoire déjà, est-ce qu'on commencerait, disons une enfance très heureuse. J'ai détesté l'école. J'ai vraiment pas aimé, c'était vraiment pas mon truc. Mais par contre, j'ai quand même eu toujours pas mal de difficultés à l'école, donc j'ai toujours dû travailler plus dur pour essayer de sortir mon épingle du jeu. Ensuite, j'ai voulu sortir le plus vite possible de ce parcours scolaire et entrer dans la vie active. Donc moi, j'ai toujours voulu rentrer dans le monde du travail très rapidement. Et il y a toujours un métier que j'ai voulu faire, donc c'était forestier bûcheron. Ça peut être atypique comme métier, mais j'ai adoré ça. J'ai voulu faire ça, je crois, depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Donc j'ai commencé par des stages, des choses comme ça. Et plus vite je pouvais aller en stage pendant la scolarité pour sortir de ce système scolaire, je me disais, voilà, je vais aller faire un stage encore de bûcheron, je vais me retrouver dans la forêt, ça va être génial. Donc je me suis orienté sur un apprentissage. Et puis là, c'était un pur bonheur. Donc j'ai adoré ce métier. Du coup, c'est un métier qui est très pénible, très dangereux, mais ça forge un niveau. C'était une école de vie, une réelle école de vie. Et ensuite, après cet apprentissage, donc à l'âge de 16 ans, on a fait 3 ans d'apprentissage. Après ça, je voulais continuer dans ce métier. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est un métier, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, peu de personnes continuent. Donc moi, j'ai voulu continuer, voilà. Et du coup, j'ai travaillé chez un employeur 2 ans. Le problème, c'est qu'en intégrant, je dirais, le salariat, je me suis dit, mais ok, je me lève le matin, je pars, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. Voilà, vraiment le métro, boulot, dodo. Et puis là, je me suis dit, mais Loïc, est-ce que réellement, là, j'ai commencé, j'avais, je sais plus, 18 ans, quelques. Est-ce que tu vas faire ça jusqu'à 65 ans, qui est l'âge de la retraite? Je me suis dit, non, je ne me vois pas vraiment faire ça. J'étais vraiment coincé dans ce job. Et je me disais, mais j'apporte de la valeur, je me donne à fond. Pourquoi cette valeur, je la porte à quelqu'un d'autre alors que je pourrais l'apporter à moi-même? Puis je me suis dit, quel est le seul moyen? C'est de me mettre à mon compte, quoi. Qu'est-ce qui changeait vraiment en fait? Ouais, qu'est-ce qui changeait? Au début, quand j'ai créé déjà la boîte, j'ai commencé de rien. Sans argent, j'avais 0 volume de travail, donc j'ai dû aller voir le réseau avec lequel je travaillais quand j'étais salarié. Donc du coup, je suis allé vers ces personnes, des collaborateurs de mon ancien patron, en disant, voilà, je me lance, etc. Est-ce que tu aurais un petit peu de travail pour moi? Puis ils m'ont dit, ouais, écoute, on va essayer. Ils m'ont donné des petits chantiers, je travaillais avec eux, je louais mes heures à des prix ridicules, mais j'échangeais clairement mon temps contre de l'argent, sachant que c'est clairement pas efficient parce que c'est la ressource la plus précieuse. Parce que quand tu es jeune, t'as que ça en fait. Mais bien sûr, et puis on n'a pas les compétences encore de se dire comment on peut faire pour ne plus échanger son temps contre de l'argent et puis bénéficier de l'effet de levier du facteur humain en employant d'autres personnes par exemple. Mais au début, on n'a pas le choix, on doit échanger son temps contre de l'argent. Donc tu as expérimenté le salariat et après ça tu t'es dit ok, je vais me lancer à mon compte et là tu as commencé à louer tes heures. Comment est-ce que cette boîte a évolué? Je louais mes heures en tant que bûcheron. Donc qu'est-ce que je faisais? Des employeurs m'employaient en tant qu'indépendant et j'allais louer mes heures. Donc j'allais en forêt, on faisait des coupes de bois, mais j'étais à mon compte. C'est-à-dire que si je voulais un coup finir plus tôt ou plus tard, je faisais ce que je voulais. Donc j'avais quand même une certaine forme de liberté. Voilà, mais clairement, par contre, niveau revenus, c'était catastrophique. Il m'a fallu je ne sais plus combien de temps pour pouvoir dégager du bénéfice, sachant que j'avais dû utiliser tout mon argent pour investir dans des matériaux, voitures, machin, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de développer plus moi-même. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je parlais un petit peu à mon entourage.
Donc forcément, au début, il y a la famille qui dit ben, « Viens me faire ce petit travail, tombe-moi le gazon, fais-moi ces petits travaux-là, etc. » Et en fait, je voyais que les travaux qu'on me demandait étaient en fait liés toujours aux espaces verts, au jardin, donc un métier de paysagiste. Et c'est là que je me suis dit, en fait, le potentiel, il n'est pas dans les travaux forestiers. Donc je me suis dit, il va falloir que je mute. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché totalement le métier de forestier bûcheron pour me concentrer sur le métier de jardinier paysagiste. Mais par contre, il faut savoir qu'au départ, je n'avais pas assez de volume. C'est-à-dire que moi, je travaillais toujours, je louais mes heures pour un indépendant dans le domaine forestier et qu'au fur et à mesure que j'avais de la demande, je disais « Ah ben tiens, ce jour-là, je ne serai pas là, je vais travailler pour moi ». Donc ça pouvait faire un demi-jour, un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au jour où j'ai pu avoir ce point de bascule en disant « J'ai assez de boulot pour moi-même ». Juste pour recaler un petit peu des dates, là on est quand à peu près? 16 ans apprentissage, après je travaille pour un employeur de 18 à 20 ans. Et c'est là que je me suis lancé à l'âge de 20 ans dans ma société de travaux forestiers et que j'ai vu que là en fait la demande était clairement dans les jardins et que je me suis dit là à ce moment-là je switch et je me mets dans les travaux paysagers en fait. T'as mis combien de temps à t'en rendre compte qu'il fallait switcher? Je pense 1 an. J'avais de plus en plus de boulot et ensuite après j'ai pu prendre moi un indépendant qui venait travailler pour moi, qui louait ses heures pour moi. Donc on a vraiment fait une mutation de paradigme où c'est que au début c'est moi qui louais mes heures pour les autres et là c'est un indépendant qui venait louer ses heures pour moi parce que je ne pouvais pas me permettre au niveau volume de travail d'avoir une personne fixe. Après j'ai pu au fur et à mesure, là ça, il se passait quand même quelques années forcément, 3 ans, 4 ans, etc. J'ai pu après engager une personne fixe en CDI. Et je dirais c'est à ce moment-là que j'ai pu, on va dire, être un entrepreneur un petit peu différent. Pourquoi? Parce que j'ai quand même bien développé, on avait une belle vitesse de croisière et puis vraiment on a pu avoir une belle ascension dans les travaux paysagers pour être, je dirais, maintenant dans la région une entreprise qui est très bien implantée où maintenant on est une quinzaine de personnes et puis on parle de millions, quoi. À partir de quand est-ce que tu as réussi à te dégager suffisamment de cash avec ton entreprise de paysagisme pour commencer à réinvestir? Clairement, moi, c'était toujours dans le business. Les travaux paysagers, pourquoi? Je redéveloppais, on va dire, le business, mais pas forcément d'autres choses. Mais ce n'est pas idéal d'avoir qu'une seule source de revenus, parce que quand on n'a qu'une seule source de revenus, on est à un pas de la pauvreté, hein, c'est la règle. J'ai pu ensuite, après, en 2018, le 1er avril 2018, acquérir une boîte. Et ça, on parlera après de rachat de société, c'est quelque chose que j'adore. Hein. Ça faisait 35 ans qu'il était dans la région, beau portefeuille client. Et lui, je l'ai racheté. On était une quinzaine de personnes à vouloir le racheter. Et du coup, ça a bien matché avec moi. J'étais un jeune de la région, etc. Je devais avoir 23 ans, je crois. Et ensuite, voilà, on continue, on réengage des personnes. Ça fait effet boule de neige, mais par contre, il faut délivrer beaucoup de valeur aux clients. Hein. Ensuite, après 2021, j'ai pu racheter une autre société. Ça faisait 38 ans qu'elle était dans la région. On parle déjà sur quelque chose qui a une vitesse de croisière acceptable. Voilà, c'est des personnes qui avaient quand même 60-65 ans. Ils avaient leur manière de travailler qui maintenant n'est plus clairement efficiente. Maintenant, je veux dire, on a des outils, on a des machines. Il faut vivre avec son temps. Donc du coup, j'ai remis un petit peu ça à ma sauce et puis j'ai pu les faire monter encore en rentabilité, les redévelopper, etc. C'est quoi tes principaux accomplissements aujourd'hui? Comme accomplissement, qu'est-ce que je dirais? On a, certes, maintenant, si on prend à l'instant T, j'ai 8 structures avec des montages holding, des choses comme ça. Pour moi, 20-25 personnes, tout business confondu. Donc là, c'est des accomplissements. Même au niveau des travaux paysagers, je travaille avec les plus grandes marques horlogères, les plus prestigieuses au monde. Donc du coup, même pour moi, c'est une carte de visite de se dire je suis le jardinier de ces plus grandes marques, quoi. De ce que je comprends, tu as vraiment fait plusieurs types d'investissements. Tu as fait du rachat d'entreprise, mais tu as également fait de l'investissement immobilier. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé ton premier investissement immobilier? Le problème, c'est quand on est vraiment un entrepreneur, un solopreneur ou même entrepreneur, etc., on est un salarié extrêmement bien payé. On est dans son business, alors qu'il faudrait être sur le business. On pourra en parler plus tard après. Parce qu'on peut très bien se dire, si on a un certain montant de cash flow qui tombe ou des investissements qui donnent des revenus passifs ou alternatifs, on peut potentiellement quitter son job en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de malade, c'est magique. Mais du coup, j'avais une vitesse de croisière acceptable, qui était même correcte. Moi, j'ai commencé au niveau de l'investissement immobilier par des appartements. Donc, j'ai commencé par des appartements tout simples. Ensuite, il y a eu en meublé. Ensuite, après, on a eu des appartements en LCD, plusieurs appartements en LCD. Ensuite, après, des colocations. Et ensuite, allant de l'immeuble de rapport pour arriver maintenant à une grosse quinzaine de biens immobiliers. Donc, du coup, très content. Puis, j'ai démarré assez fort. Le problème, c'est que dès que j'ai eu ce déclic, j'avais quand même, vu que ça faisait longtemps que un petit moment que j'étais dans le business, j'avais quand même la capacité financière de pouvoir lever de la dette. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'investis, mais massivement, quoi. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Peut-être, mais la première fois, j'ai lancé 4 projets d'un coup, quoi. Ces 4 projets, c'était quoi? Les 4 projets, c'était 2 apparts en LCD, c'est la location courte durée en Espagne.
Donc du coup, c'est des appartements que j'ai acquéris, donc ils sont en bord de mer, première ligne de mer. Et du coup, j'ai commencé avec ces 2 appartements que je loue en fait à la semaine à des vacanciers ou à des locaux, etc. Mais en fait, c'est d'avoir en fait une économie d'échelle du coup temporelle. Ça permet d'optimiser, d'avoir une meilleure rentabilité. En fait, je loue à la semaine, etc. Sur Airbnb ou des choses comme ça. Et ensuite, après, je me suis orienté sur de la colocation. Quand j'ai commencé mes investissements immobiliers, il fallait forcément aller voir des banques. Il faut savoir que j'ai essuyé 33 refus, 33 refus bancaires avant de faire le premier investissement. Parce que voilà, le problème, c'est que j'étais entrepreneur, j'avais un montage fiscal assez compliqué, etc. Donc ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'il faut rentrer dans des cases, quoi. Je veux dire, la personne qui avait un CDI, peut-être avec un salaire moins élevé que ce que j'avais, aurait eu un financement peut-être beaucoup plus facilement. Mais moi, j'étais en Suisse, etc. J'étais entrepreneur. En fait, on a un petit peu la bête noire. On rentre pas dans des cases. Donc du coup, c'était ah non, on ne finance pas, vous êtes suisse, vous n'êtes pas résident fiscal français, etc. Et du coup, j'avais fait 33 banques, quoi. Donc il y en a beaucoup qui auraient abandonné. Hein. Comment est-ce que tu as eu cette force mentale de persévérer? Quand j'ai un objectif en vue, je lâche rien. Mais vraiment, je ne lâche rien. J'ai une idée en tête, c'est-à-dire je veux investir en immobilier, je veux que ce soit en France parce qu'on peut avoir certaines rentabilités quand on se crée la bonne affaire. Et du coup, je me dis, je ne lâche pas. Mais j'ai fait 33 refus, mais j'aurais pu en essuyer encore 20 de plus. Mais peu importe, où j'aurais levé des fonds avec des investisseurs, je lâchais rien. Aujourd'hui, tu possèdes une holding qui possède elle-même 8 entreprises, donc des entreprises que tu as rachetées, des entreprises qui ont de l'investissement immobilier en Suisse, en France et dans d'autres pays. On aimerait que tu nous parles de tout ça. Après, on va entrer dans le détail de certaines entreprises intéressantes. Au niveau de l'écosystème, donc clairement, à l'heure actuelle, on a une holding, on va dire, qui détient toutes les sociétés filles. On est à 3 sociétés de travaux paysagers, le reste est dans l'immobilier. D'autres sont en private equity, donc c'est-à-dire que je me mets au capital de société. Par exemple, il y a une société qui a besoin de fonds, j'analyse la société, ils recherchent des investisseurs, je dis ok, je veux bien venir, du coup vous me lâchez tant de parts sociales. Et je me mets en fait avec ma holding dans ces sociétés-là. Et du coup, à l'heure actuelle, sachant que là, alors sans entrer dans les détails, mais je suis en train d'analyser une société à acquérir, qui fait plusieurs millions de chiffre d'affaires avec une dizaine de salariés. Et là, on est en tractation. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Et idem, au 1er janvier 2025, je vais racquérir encore une société. C'est déjà acté, etc. Et là, du coup, c'est pour en faire bénéficier mon épouse, etc. Mais c'est le but de racquérir toujours des sociétés pour avoir vraiment un bel écosystème. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour acquérir ou racheter une société? Déjà, alors, il faut que l'entreprise soit en vente, ou sinon de savoir qu'elle va être potentiellement en vente, mais ça, du coup, on peut le savoir avec notre réseau, etc. Après, c'est un petit milieu. Donc, si on prend la première que j'ai acquérie, par exemple, donc moi, j'étais toujours dans les travaux paysagers, etc. À cette époque-là, j'avais 24 ans, je crois, et je vois une annonce dans le journal, voilà, entreprise de travaux paysagers située dans telle et telle région, chiffre d'affaires intéressant, ils vendent le portefeuille client, les salariés, tout ce qui va avec. Okay. Et je me dis, tiens, pourquoi pas, ça peut être un tremplin, la personne est installée depuis longtemps. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu cette annonce, j'ai appelé la personne, je dis, ouais, ok, j'ai vu que vous vendiez, etc. Puis du coup, cette personne s'est présentée, je me dis, tiens, lui, je le connais. Forcément, il était connu, ça faisait 35 ans qu'il était dans la région, il était très bien implanté, c'était un acteur costaud. Donc du coup, je suis allé le voir, on a fait les rendez-vous, il m'a expliqué, etc. Sans entrer trop dans les détails parce qu'il y avait encore d'officiel. On était 15 personnes à être dessus, donc forcément, on essaye de bien passer. Je dis, ouais, mais vous voyez, moi je suis un jeune de la région, etc. J'ai envie de me développer, ça me ferait plaisir de perdurer, de continuer votre société, etc. Et puis du coup, ça lui permettait de laisser sa société à un jeune qui était du métier et qui avait envie de perdurer. Il faut être souriant, il faut être gentil avec lui, il faut lui dire, mais félicitations de ce que vous avez monté pendant 35 ans, c'est magnifique, blablabla, etc. Et du coup, on a discuté, etc. On a parlé de prix, on parlait de centaines de milliers de francs suisses. J'ai payé ceci cash, etc. C'était une excellente affaire. Il faut savoir que la bonne affaire se fait à l'achat. Et du coup, je me dis, on ne peut pas lâcher une entreprise comme ça en disant, tiens, je la rachète, ça y est, c'est bon. Non, il va falloir changer de vision de l'entrepreneuriat. Il faut quand même créer des process. Il va falloir structurer. Donc c'était pour moi, j'allais en terre inconnue. Puis là, à ce moment-là, il fallait structurer, mettre des process en place. Et là, je sentais vraiment que j'avais vraiment une belle vitesse de croisière. Et quand j'ai racheté l'autre en 2021, donc il s'était passé quelques années, j'avais déjà de la data. Puis j'avais appris de mes erreurs aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien en faisant cette société-là, que ce soit la mienne ou celle que j'avais rachetée en 2018. Seul, en fait, ce qui est mesurable est améliorable. Donc du coup, j'ai pu améliorer certains process. Et quand j'ai racheté une autre encore en 2021 à une personne qui partait à la retraite, idem, c'était toujours de plus en plus facile parce que je connaissais les process, je savais ce qu'il fallait faire. Et du coup, maintenant, j'ai le recul nécessaire, les données nécessaires que si je vais acquérir d'autres sociétés, j'ai des process en place et je sais comment faire pour optimiser le business en termes de rachat de société, là par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi structurer cette nouvelle entreprise que tu as créée? À un certain stade du business, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un entrepreneur, il va être
dans le business. Donc quand il est dans le business, en gros, il était des incendies. J'étais dans ce paradigme-là au départ. Je faisais les factures, je faisais les devis, je gérais le personnel, je gérais les clients. J'étais en fait à limite en mode solopreneur, même si j'avais du personnel, etc. Mais eux qui étaient dans l'opérationnel. Et je gérais tout ce qu'il y avait à côté. Donc j'étais vraiment dans le business. Et en fait, il faut être sur le business. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends des grosses décisions, je mets les personnes aux bonnes places. Il n'y a plus le quoi, le comment, etc. C'est le qui. Donc il faut engager les bons individus et les mettre aux bons endroits. Si on a des compétences dans certains domaines, il faut les utiliser à bon escient. Et du coup, on arrive vraiment à structurer et à avoir vraiment d'être le plus efficient possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir d'être un vrai entrepreneur pour ma part. Cette société-là, elle est déjà implantée, comme tu m'as dit, depuis 35 ans. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à inculquer la société qu'on vient de racheter avec nos valeurs de notre société? Comment est-ce qu'on fait pour fusionner tout ça? Faut savoir que la personne avait quand même des bonnes fondations, forcément. Si elle était depuis 35 ans, c'est pas pour rien, c'est qu'elle était quand même bonne, sinon elle n'aurait pas tenu. On juge quelqu'un sur la durée. Donc du coup, il avait certains process qui étaient bons, j'avais certains process qui étaient peut-être moins bons et d'autres meilleurs. Donc on essaie de faire un mix des deux en disant qu'est-ce qui marche chez lui, qu'est-ce qui marche chez moi, et on essaye de regrouper ça. C'est une personne qui avait un certain âge, il manquait peut-être de machines, des choses comme ça. Donc moi je remets ma sauce, j'avais le matériel adéquat. Et du coup on regroupe les process, les forces de chacun. Et du coup on arrive à un cercle vertueux, à avoir des process efficients pour tout le monde. Comment ça se passe quand un jeune de 25 ans arrive pour acheter une nouvelle société? Surtout moi quand je suis allé voir, je pense le vendeur, quand il m'a vu, il s'est dit « Oh là là !» Je pense qu'il a dû ouvrir la porte et dit « Comment il va me payer lui ?» Comment il va me payer? Il voyait, j'étais tout jeune, etc. Et dès qu'on parle et puis qu'il voit que j'ai créé la première structure à l'âge de 20 ans, voilà, j'ai pu avoir quand même une certaine crédibilité. Ça faisait 35 ans qu'il faisait certains clients, dont certains clients prestigieux, des fabriques de montres prestigieuses, en disant « Est-ce qu'il va tenir la route ?» Je dis « Écoutez, on continue tel quel. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, tant pis. On va faire le maximum pour vous apporter le plus de valeur possible. » On a fait, à mon avis, je pense, mieux. Je sais pas, on a peut-être doublé. On parle de quoi en termes de chiffres? Là, maintenant, on parle d'une valorisation de plusieurs millions. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré des process, on a du matériel, on a des machines, etc. Et on parle évidemment de chiffre d'affaires de plusieurs millions. Sachant que les sociétés, au départ, qui ont été rachetées, faisaient quelques centaines de mille. Est-ce que tu mets des gens justement à la gérance de ces sociétés-là pour que ça tourne un peu sans toi? Les personnes qui s'occupent de ces différentes sociétés ont des process que j'ai créés et du coup qu'ils les mettent en application. Ils savent comment gérer ces structures, comment gérer leurs personnes. Donc en fait, ils sont entre guillemets libres, mais ils doivent tenir des process, les appliquer. Et moi, je suis juste là en tant que chef d'orchestre en me disant, ben voilà, ok, c'est bien, non, ça, voilà les axes d'amélioration, mais eux aussi doivent se rendre compte de ce qu'ils peuvent améliorer, de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de moins bien. En fait, l'entrepreneuriat, à un certain stade, c'est vraiment de créer des process. Qu'est-ce que tu as mis en place en termes de structure juridique pour réussir à capter tout ça? Du coup, on a bien sûr la société holding qui détient toutes les sociétés FI. Si on parle des sociétés FI, on a 3 entreprises de travaux paysagers. Donc on a moi, la première que j'ai créée à l'âge de 20 ans, une autre que j'ai rachetée et encore une autre. Ensuite, j'ai une société qui détient des biens immobiliers en Espagne pour du tourisme. Ensuite, on a une société, il faut que je les compte, on a une société d'immobilier clé en main où c'est que je suis au capital social. Donc j'ai fait ça en private equity, voilà que j'ai investi avec mon holding. Ensuite, on a une SCI en France, voilà, qui détient des biens immobiliers et une société également immobilière en Suisse qui détient certains biens. Voilà. Donc on est au total de 8, sachant que si on regarde ces structures, c'est dans des domaines de compétences que je connais. Voilà, c'est aussi Warren Buffett qui disait ça, mais c'est important d'investir, je me répète, mais dans ce qu'on se connaît, où on a des compétences et où on peut apporter de la valeur ajoutée. C'est très important. Je vais maintenant te demander au niveau de tes collaborateurs, où est-ce qu'ils se situent dans toute cette structure? Il y a plusieurs pays dans ces sociétés, donc on a la Suisse, on a l'Espagne, on a la France, donc du coup il y a déjà 3 pays. Donc forcément il faut s'entourer des personnes qui connaissent déjà certaines juridictions. En Suisse, j'ai un expert comptable, un fiscaliste suisse, Espagne, idem, France, idem. Au niveau des collaborateurs, ils sont, comme je l'ai dit, par exemple, dans les travaux paysagers, j'ai une personne, par exemple, qui va gérer un petit peu, qui va être également sur le business dans les 3. Voilà, mais en dessous de moi. Donc cette personne est salariée, bien rémunérée, très bien rémunérée, et du coup, ensuite, après, il faut leur donner des incentives en disant, voilà, s'ils closent tant de deals, etc., voilà un pourcentage, etc., pour leur donner l'envie de rester, en fait. Comment elles sont gérées les sociétés immobilières? Les biens immobiliers sont en gestion locative. Moi, j'essaie que ce soit vraiment des revenus passifs parce que ma valeur ajoutée, moi, elle est de me focus sur le business des travaux paysagers qui me génère le plus de cash, qui me permet après ensuite d'investir dans des biens immobiliers
rentables qui vont me générer des revenus passifs, du cash flow, etc. J'ai des entrepreneurs qui font les travaux, j'ai des personnes qui les chassent, j'ai des personnes qui les optimisent. Donc j'ai des personnes qui s'en occupent pour que moi je passe le moins de temps possible, parce que le temps c'est notre valeur la plus précieuse et on ne peut pas la réutiliser. Donne-nous un exemple de tunnel qui existe au niveau de ta holding. Si on prend par exemple ma valeur ajoutée qui génère le plus de cash, c'est toutes les structures de travaux paysagers. Donc admettons, elles ont du bénéfice. Bon, déjà, il faut qu'elles aient des fonds de roulement, etc. On achète du matériel avec, il faut qu'il y ait une réserve de trésorerie. Mais l'excédent, c'est vraiment dommage de le laisser dans le compte en banque et puis de se faire rogner par l'inflation. Donc du coup, il faut vraiment faire circuler l'argent et que l'argent, en fait, travaille pour toi et que toi, tu ne travailles plus pour l'argent, mais il faut encore plus l'exacerber. Donc du coup, une société de travaux paysagers a, par exemple, un bénéfice de 100 000 € qui peut être réinvesti. Si moi, je le sors en dividende à moi-même en tant que Loïc, eh ben à ce moment-là, je vais être impacté fiscalement. Je vais devoir le ressortir en dividende au taux, par exemple en France, par exemple à la flat tax, ou en Suisse à l'imposition sur la dividende. La flat tax, on a 30% par exemple sur France. Donc du coup, là, on perd des plumes en faisant comme ça. Idem en Suisse, si je veux le ressortir, eh ben, c'est un impôt sur la dividende. On a une vingtaine de pourcents, voilà, on est un petit peu plus léger, mais il y a quand même 20% qui partent comme ça. Je veux dire, on a travaillé dur pour avoir ces 20% qui partent. Si on parle de 100, on parle de 20 000 ensuite qui sortent. Merde quoi. Donc je remonte 100 000 dans la holding avec quasiment zéro d'imposition. Donc du coup, hop, on remonte et on la redescend idem à zéro dans la société qui a besoin d'argent, en l'occurrence cette société civile immobilière qui a l'impôt sur les sociétés, qui va pouvoir dire, bah, regardez, j'ai 100 000 pour faire plusieurs apports pour plusieurs biens immobiliers. Donc là, on fait preuve d'autorité sociale en disant vers une banque, voilà, il y a 100, qu'est-ce que vous me proposez? Ouais, mais quelles sont les garanties? Ben, les garanties, c'est que vous avez une holding qui détient 8 structures, il y a une valo, et regardez ce qu'il y a dans les comptes courants, il y a une valo de plusieurs millions. Voilà les chiffres ne mentent pas. On leur met les extraits et tout, il faut montrer pas de blanche, il faut être clean. C'est pour ça que j'ai pu, par exemple, acquérir en quelques années une grosse quinzaine de biens immobiliers, me mettre au capital de société, voilà. Il y a juste par contre mes investissements niveau boursier où là je fais en nom propre, c'est vite compliqué de créer une structure pour les investissements boursiers, mais il faut voilà, l'importance de diversifier ses sources de revenus et d'avoir plusieurs panels. Il faut avoir le montage fiscal le plus efficace possible, chose que j'ai faite. Mais ça prend du temps, On ne peut pas commencer dans l'entrepreneuriat puis parler déjà de holding ou que sais-je, c'est step by step. Il faut apprécier le chemin parcouru. Hyper important. On ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il faut bâtir des bonnes fondations. Si on a 20% d'apport avec 100 000, ça veut dire qu'on peut acheter quoi comme type de bien immobilier Si on parle de concret, moi j'ai acquis dernièrement un bien immobilier en région bordelaise où on fait 8 lots du coup. On est sur un projet fini à 440 000 et du coup j'ai amené 60 000 d'apport. Voilà. Et ça va générer un cash flow de 2 000 € par mois. En fait, le cash flow, c'est vraiment un excédent budgétaire une fois qu'on a tout payé. Qu'est-ce que tu en fais encore? Mais ce cash flow, qu'est-ce que j'en fais? À l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de revenus immobiliers. Je veux dire, je gagne ma vie suffisamment bien avec mes diverses sociétés. Donc, idem, je n'ai pas envie de me sortir à chaque fois de l'argent et là avoir un impact fiscal si je les sors d'une société à moi-même en nom propre. Donc, du coup, il y a juste une seule société qui me reverse un salaire. Le reste, je laisse capitaliser. Donc, on peut faire remonter les dividendes, etc. pour capitaliser sur d'autres piliers. Racheter des biens immobiliers, investir, mais toujours faire circuler l'argent afin que l'argent travaille pour toi et que toi, tu ne travailles pas pour l'argent. Hyper important. Donc, du coup, les cash flows excédentaires, je les laisse, par exemple, si on prend la société française, je les laisse capitaliser dedans. On les fait capitaliser. À ce moment-là, on arrive à reconstituer un apport qui est déjà au sein de ces structures pour acquérir un bien immobilier. Moi, c'est mon optique à l'heure actuelle parce que je n'ai pas besoin de ces revenus. Mais si j'aurais besoin de ces revenus, à ce moment-là, je peux me les ressortir à moi-même en dividende, à la flat tax et en disant, ben voilà, j'ai ces revenus-là. Ou sinon de me dire, si je veux arrêter vraiment de travailler, je peux. C'est un luxe que pas tout le monde peut se permettre. Mais il faut entreprendre les actions nécessaires et puis il faut se bouger le cul. Hein. Donc sur ces différentes sociétés immobilières, aujourd'hui, chacune a acheté à peu près combien de biens? Là, si on prend toute société immobilière confondue, on va être sur gentiment une vingtaine de biens. On va de l'appartement simple meublé à des colocations et puis à l'immeuble. Là, le dernier, c'était un immeuble. Et là, du coup, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien m'orienter, l'IDR. Du coup, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de charge de copro, des choses comme ça. On est vraiment le propriétaire. On a plus de liberté. Et du coup, à un certain stade, on veut avoir une liberté. Donc, du coup, là, j'aime beaucoup les immeubles. Donc, je me suis fixé un challenge d'acquérir un immeuble par an. Ok. Voilà. Cette année, c'est déjà bon, j'en ai eu un. Donc, tu te reverses un salaire. Ce salaire-là, il te permet de te payer tout, ou tu payes aussi peut-être d'autres choses avec tes sociétés. Et du coup, même sur ce salaire-là, je mets encore une grosse partie, je ne sais plus, 20 à 30% de côté pour investir, par exemple, en bourse. Voilà. Même là-dedans, j'essaye encore d'optimiser. Je n'ai pas besoin d'avoir un gros train de vie.
Ici, là, on est dans mon bureau. Donc, il faut savoir que moi, tous mes différents business, je les gère depuis ici. C'est très important du coup d'avoir un endroit qui nous tire contre le haut. Donc là, par exemple, j'ai mes livres sur l'efficience, sur les investissements, qu'on soit IMO, bourse ou que sais-je. Donc voilà, ensuite après tout ce qui est bureau, ordinateur, micro, etc. Et aussi ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que je travaille beaucoup sur whiteboard. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est voilà, d'évoluer dans un environnement favorable à entreprendre. Et du coup, je me mets toujours des petits tips, des choses comme ça. Donc là, on peut voir, par exemple, là, je suis par exemple sur le thème du recrutement, là, d'essayer de s'entourer des bonnes personnes, parce qu'à un certain stade du business, ce n'est plus le quoi ou le comment qui fait, c'est le qui. En fait, c'est de trouver les bons individus qui vont permettre en fait de faire le comment. Voilà. Donc on peut voir des phrases, par exemple, qui sont, on va dire, inspirantes et qui sont utiles, parce que c'est bien beau d'avoir des phrases et tout, mais le plus important, c'est le passage à l'action et la mise en application. On va en prendre une toute bête. Il faut arriver à un paradigme de business où je suis mon business à mon business est une entité qui peut vivre sans moi. Je vois aussi une statue de singe ici, de gorille. Ouais, c'est quoi? Et à une époque, bien sûr, il y a longtemps, etc., j'étais bodybuilder, donc du coup c'était un petit clin d'œil, etc. Ça se voit plus maintenant, mais à l'époque je faisais 110 kilos, je faisais des championnats suisses, etc. Bref, mais du coup ça m'inspirait, donc voilà le pourquoi du comment. Est-ce que, par exemple, tu peux nous donner un exemple pour essayer d'améliorer son focus au quotidien en tant qu'entrepreneur? Je dirais, par exemple, si on prend mon exemple, moi j'ai des routines. Par exemple, ça va être, je me lève très très tôt le matin. Pourquoi j'adore me lever tôt? Parce qu'on peut abattre beaucoup de travail pendant que des personnes sont encore en train de dormir. Ensuite, après, je vais faire du sport, toujours une demi-heure de sport le matin. Je vais marcher à l'extérieur, etc. J'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio, des formations. Comme ça, j'ai vraiment un usage efficient de mon temps, très très important. Et ensuite, également, quand je travaille, par contre, ce que je fais, j'abats la tâche la plus importante de la journée. Je mets mes AirPods, je mets du bruit blanc pour me concentrer. Par exemple, un bruit, moi je prends par exemple d'un train qui roule, par exemple, et ça permet d'accentuer ma concentration. Donc je fais ça à chaque fois. Et je travaille sous forme de Pomodoro. Donc je fais des séances de 25 minutes à chaque fois avec 5 minutes de pause. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus efficace parce qu'on est timé en fait. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce qu'aujourd'hui tu as quand même pas mal de sociétés, etc., mais tu roules en Dacia, pourquoi ce choix? Parce que comme je disais, il faut déjà faire les choses juste au départ. Donc je préfère accumuler des actifs qui vont me générer de la richesse, les jouer ensuite. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais acheté une BMW M2, donc voilà, une super belle voiture, etc. Je l'avais acheté cash. Puis au bout de 3 mois, je me suis dit, ouais, ok, c'est bien, mais bon, voilà, je devais faire du circuit. Puis je me suis dit, putain, ça m'avait coûté tant. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, c'est un passif. J'ai vendu ce véhicule et j'ai fait de l'apport pour des achats immobiliers. Voilà, qui est carrément plus efficient que de rouler avec ce genre de véhicule. Voilà. Qu'est-ce que tu conseilles à notre audience? Moi, on m'a pris pour un malade mental quand j'ai créé ma première boîte à 20 ans. Et puis maintenant, il y en a des qui sont jaloux. Mais je veux dire, voilà, j'ai versé des larmes de sang pour en arriver là. Et c'est loin d'être terminé. Mais voilà, il faut vraiment croire en soi, appliquer sa stratégie sur la durée, avoir une vision long terme. C'est hyper important, être discipliné, etc. Moi, je vois, j'ai une discipline de fer. Donc il faut vraiment être discipliné, persévérant et tout. Voilà. Donc voilà un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se dit comment je dois faire. Eh bien, il faut avoir une stratégie, voilà, comme celle que je viens d'évoquer, et ensuite la tenir sur la durée. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Comme vous savez, vous avez accès à une ressource exclusive en lien avec cette interview sur notre site internet espoentrepreneur.fr. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner ou encore à laisser un commentaire. On lit tous les commentaires et on applique les retours les plus pertinents. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. À bientôt.